Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bourg, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, vidéo anticipation, vidéo imagination. On va essayer de se projeter dans l'hypothétique scénario malheureux d'une troisième guerre mondiale. Et on va essayer de se poser la question, où est-ce qu'on pourrait se réfugier? Quels sont les endroits qui sont susceptibles d'être les moins impactés par cette troisième guerre mondiale? Alors vous le savez, la Première Guerre mondiale a été meurtrière. Elle a fait 18,6 millions de morts environ, dont 9 millions de civils. Et la Deuxième Guerre mondiale a fait, elle, environ entre 40 et 52 millions de morts civiles et 22 et 25 millions de morts militaires. Donc si on extrapole ces pertes humaines, on voit que le bilan de la Troisième Guerre mondiale pourra être encore pire, notamment face aux enjeux, face aux armes de destruction massive que possèdent les grandes puissances. Il y a un vrai potentiel de destruction, notamment la destruction physique des gens, on va dire, par les armes, mais aussi des conséquences. Par exemple, si du jour au lendemain, dans un pays voilà, hyper connecté, hyper dépendant à l'électricité, hyper dépendant à la logistique, hyper dépendant au pétrole, si d'un seul coup tout ça s'arrête, il y aurait aussi vraisemblablement des pertes dues simplement à un effondrement de la vie économique. Alors la troisième guerre mondiale est probable. Ce qui est dur à prévoir, c'est quand. Bon, il y a des pays qui ont des volontés expansionnistes ou des groupes d'intérêt, il y a des pays qui ont des armes de destruction massive, qui ont des budgets énormes, de milliards d'euros pour leur défense, ou en tout cas pour leur armement. Donc il y a la possibilité qu'il y ait un conflit, parce qu'on a la volonté et on a les moyens. Maintenant, évidemment, le mécanisme d'entrée en conflit est tellement compliqué à prévoir que en fait c'est pas l'objet ici d'explorer des pistes. Est-ce que ça va être Chine-Inde? Est-ce que ça va être Russie-États-Unis? Est-ce que ça va être monde musulman contre monde chrétien? On ne sait pas. Et en fait on se passe dans la position que ça arrive et qu'est-ce qu'on fait? Alors tout d'abord, il y a le cas à considérer de l'expatriation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays étranger, mais que vous êtes encore français, mais que vous êtes simplement résident et pas naturalisé dans un pays étranger, bah, vous allez pouvoir être évidemment rappelé. En France, s'il y a un conflit, vous allez être mobilisé. Et votre non-présence va entraîner des conséquences. Donc, je pense pas que l'expatriation vous mette à l'abri, bien que éventuellement si c'est un conflit qui arrive très vite, ça va être compliqué pour le gouvernement français de en plus aller chercher des gens qui sont planqués au fin fond de la Pologne ou que sais-je. Donc je pense que l'expatriation peut ralentir votre mobilisation, mais elle peut aussi aggraver votre cas entre guillemets si vous ne vous présentez pas pour la mobilisation. Si maintenant vous êtes dans un pays à l'étranger qui est soit en conflit directement avec la France, soit dans une alliance, par le jeu des alliances, en conflit avec la France. Mais que vous n'êtes pas mobilisé, voilà, vous pouvez rester dans votre pays étranger. Alors là, il y a un gros travail à faire de scénarios dans lesquels vous pourriez en fait être pris pour cible dans votre pays d'accueil. On sait par exemple qu'en Russie communiste, sous Staline, les cas de suspicion d'espionnage, de trahison étaient très facilement trouvés, élucidés, et vous étiez très très vite condamné, même si vous aviez rien fait. Simplement par votre nationalité, on pouvait décider, ah tiens, il est là, il n'est pas russe d'origine, bah, il est suspect par nature. Même s'il dit qu'il l'est pas, même s'il est là depuis 10 ans, même s'il s'est intégré localement, il est quand même suspect. Voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, l'expatriation dans les pays de l'Est,
Elle peut être intéressante par certains aspects, mais il y a l'aspect quand même de vrais conflits militaires, global, qui pourrait quand même entraîner une répression facile des minorités étrangères. Et là, vous seriez très très vite envoyé au goulag, sans aucune possibilité de vous défendre, d'avoir un procès équitable évidemment. On parle de l'arbitraire total. Alors que si vous restez en France, certes vous avez tous les désavantages qu'on connaît, mais au moins vous n'aurez pas ce côté arbitraire qu'on va vous imposer. Donc si vous voulez vous expatrier pour les 30, 40, 50 prochaines années, et que d'ici là la probabilité d'un conflit mondial est de, je sais pas, 20%, bah oui, il y a 20% de risque que vous soyez éventuellement pris pour cible. Voilà, à considérer. Alors maintenant, venons-en au cas français. S'il y avait une guerre mondiale, donc avec les armes qu'on connaît aujourd'hui, les tanks, les bombardements, les drones, les navires, les missiles, etc., et que l'objectif était de faire plier le gouvernement français, eh bien il y aurait des attaques évidemment sur les bases militaires, sur les infrastructures. Donc le premier conseil, c'est d'éviter tout ce qui est susceptible d'être bombardé par l'ennemi, parce que c'est une infrastructure essentielle pour la guerre. Donc je le redis, les bases militaires, aériennes, navales, terrestres, enfin de l'armée de terre, les centres industriels, notamment les grandes usines d'armement, les centres logistiques, tous ces grands entrepôts qui pourraient cacher plein de choses, et donc que l'ennemi ferait bien d'abattre pour pas que ça serve de cachette justement, les centres de décision, tous les centres de production d'électricité, notamment ceux nucléaires. On imagine la catastrophe si jamais il y avait des bombardements sur les centrales nucléaires et que plus personne ne saurait, ne pourrait les arrêter, que ça commencerait à fuir, etc. Enfin, ça serait vraiment la catastrophe totale, quoi. Les barrages aussi, et d'autres sûrement des infrastructures auxquelles je n'ai pas pensé, mais vous voyez à peu près le raisonnement. Évitez aussi les grandes villes, notamment celles de plus de 50 000 habitants, qui pourraient être pris pour cible directement par des bombardements, notamment de démoralisation, donc un Hiroshima, un nouvel Hiroshima, et aussi parce que les conséquences de bombardements, même sur des infrastructures de services d'électricité, de réseaux d'eau, etc., eh bien ces bombardements auraient une incidence sur les villes, sur les grandes villes. Parce qu'elles sont trop grandes pour être autosuffisantes, elles sont pas préparées, elles sont instables, donc c'est le genre d'endroit qui pourrait tourner très mal, simplement par le fait qu'on ait coupé les approvisionnements en eau, en électricité, voire en nourriture. Éviter les zones frontières ou côtières, donc là pour des raisons évidentes de conquête par l'ennemi, si jamais c'est une guerre qui se fait de manière un peu à l'ancienne. Évidemment les zones frontalières seraient les plus exposées, c'est là où l'ennemi débarque, c'est là que l'ennemi peut toucher plus facilement, notamment avec des missiles. Je pense aussi à toutes les villes côtières. C'est plus facile de toucher une ville côtière que de toucher une ville au milieu du pays. Évitez aussi d'être le long des grands axes de transport. Et pour cela, il y a deux raisons. Donc, la première raison, c'est les troupes ennemies qui se déplacent sur le territoire et qui, elles se déplacent sur une autoroute parce que l'autoroute passe dans des endroits à peu près, faciles pour les engins. Donc, tous les grands couloirs de transport, évitez ça. Vous pourriez vous retrouver en contact avec une troupe ennemie. Donc, on imagine bien évidemment les conséquences. Et aussi les passages massif de réfugiés, si il y a une vague de réfugiés immense, je sais pas, il y a une ville comme Lyon les habitants décident de quitter la ville parce qu'il va y avoir un bombardement dans les 2 heures. On imagine très bien la situation désastreuse si jamais les gens partent comme ça avec leur charrette et que des centaines de milliers de personnes traversent la vallée du Rhône. On imagine bien que les maisons qui sont aux alentours vont faire l'objet forcément de pillages pour que les gens puissent se ravitailler, simplement qu'ils puissent survivre pendant leur exil. Donc éviter ces zones-là d'axes de transport. Ce qu'il faut privilégier, ce sont les régions qui ont
connu historiquement peu de conséquences de guerre. Alors, évidemment les deux grandes guerres mondiales, mais voir les conflits, les grands conflits d'avant, hein, je parle pas de quand le duché de Lorraine était en conflit avec je sais pas moi, le royaume de Bourgogne, je parle vraiment de grands conflits nationaux, internationaux. Donc voilà, les régions qui ont connu peu de guerre, peu de destruction, qui en fait sont pas stratégiques pour l'ennemi à prendre. Il y a toujours des zones comme ça dans un pays que l'ennemi va essayer de contrôler en dernier, qui ne l'intéresse pas du tout. Privilégiez de manière générale les emplacements correspondant aux 20 critères de localisation que j'ai définis, parce que même si votre ville, enfin votre résidence n'est pas touchée par un bombardement en soi, les conséquences de l'effondrement économique, social, sociétal, alimentaire qui suivent, des attaques sur d'autres infrastructures, peuvent aussi vous impacter. Donc c'est un tout à considérer. Privilégiez les emplacements ruraux ou de petits villages, donc loin des grands axes de communication, dans des territoires peu stratégiques sans installation particulière. Les zones montagneuses notamment, le centre des zones montagneuses. En France, moi je pense notamment à l'Auvergne ou au Limousin, qui ont une situation centrale qui est intéressante parce qu'elle permet en fait d'anticiper les attaques ennemies. C'est-à-dire que si jamais il y a un avion qui vient bombarder Clermont-Ferrand, il doit d'abord traverser la moitié du pays. Donc il va se faire repérer, il y a un risque qu'il se fasse abattre, etc. Vous avez prévenu peut-être à l'avance. Donc en étant au centre, comme ça, vous créez une zone tampon autour de vous de plusieurs centaines de kilomètres qui permettent de voir l'ennemi un peu à l'avance. Autrement, voilà, donc les zones montagneuses, peut-être les Pyrénées, peut-être une partie des Alpes, des Vosges, voilà. Mais c'est vrai que le reste, en fait, est quand même assez exposé, hein. Toute la côte ouest, voilà, on a le risque des débarquements. Les frontières est, on a les frontières. Les grandes villes sont un peu dispersées partout. Les centrales nucléaires, il y en a principalement dans le centre, moitié nord, on va dire, mais il y en a aussi disséminées un peu partout. Donc vraiment, à part cette zone, on va dire sud-ouest et centre-sud, il n'y a pas vraiment de zone totalement à l'abri, quoi. Alors bien évidemment, tout ça c'est que de la théorie. Peut-être que en fait l'ennemi va décider suite à ma vidéo d'aller bombarder ou d'aller épandre de l'agent orange sur les forêts du Limousin pour que les résistants ne puissent pas s'y cacher. Bon, tout est possible, hein, c'est que des scénarios. Ça sera à vous évidemment de faire votre propre analyse selon vos critères, selon vos scénarios, pour trouver un endroit qui sera susceptible de vous accueillir. Alors pour augmenter vos chances de survie et vos bases de repli, vous pouvez vous inspirer de la stratégie appartement dacha que j'ai décrit dans une vidéo précédente, où en fait vous avez un appartement dans une périphérie de ville et vous avez ce que j'appelle ce qui est appelé une dacha, donc une petite maison de vacances rurale éloignée. Et cela va vous permettre de en fait choisir quel est le meilleur choix de localisation à chaque fois selon le type de guerre qui arrive. Donc par exemple, si vous habitez dans une zone en ville frontière, eh bien choisissez une dacha qui est loin de la frontière. Si vous habitez près d'une centrale nucléaire, choisissez une dacha qui est loin d'une centrale nucléaire. Comme ça, vous avez toujours une porte de sortie et vous pouvez, en fonction du type de crise qui arrive, partir dans votre dacha, par exemple, si vraiment c'est une guerre énorme, et commencer des cultures pour pouvoir tenir le temps que ça passe. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas. Il y a toujours quelque chose d'utile qui peut être tiré de discussion, même si on n'est pas d'accord. Le but, c'est vraiment d'itérer pour trouver vraiment une sorte de se rapprocher en tout cas de la vérité pour fournir le meilleur conseil de localisation. Voilà, si jamais le sujet fait parler, je pense faire une vidéo plus précise, plus complète sur vraiment la Troisième Guerre mondiale. Voilà.
où se réfugier et quelle stratégie adopter pour survivre, en fait, notamment du point de vue de la localisation. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.